MNTV, nous sommes toujours avec Monsieur Jean Itadi. Et puis, à la fin de l'interruption publicitaire, nous parlions de l'opposition congolaise qui est bien absente souvent quand il faut, qui aime la politique, la chaise vide. Bon, Monsieur Jean Itadi, évidemment, a dit non. C'est parce que de l'autre côté, il y a un hold-up électoral ou hold-up politique permanent. Alors, vous avez à l'introduction aussi parlé de Barack Obama qui a cité le Niger, le Cap-Vert, tous les pays en voie de démocratisation ou démocratique en Afrique de l'Ouest, y compris même le Nigeria. Mais en Afrique australe, on a cité des pays, en Afrique orientale, mais l'Afrique centrale, c'est le trou noir, dans le dernier de la classe où on peut dire le repère des régimes totalitaires. Mais monsieur Itadi, est-ce que vous ne sentez pas que vous-même, en tant qu'acteur politique, vous y contribuez aussi? Vous allez aussi dire, la presse de la sous-région aussi n'est pas aussi si militant pour la promotion de la démocratie, mais de vous-même. Est-ce que vous ne sentez pas aussi votre part de responsabilité? Oui, ce serait Smith, une erreur de penser que ce n'est que la faute des autres. La démocratie se construit, et pour se construire, elle a besoin d'acteurs. Pour qu'un système évolue, il faudrait que toutes les pièces du système marchent. S'il y a un élément du système qui cale, tout le système ne marche pas. C'est comme exactement les maillons d'une chaîne. Si vous enlevez un maillon, il n'y a plus de chaîne. Pour que la démocratie s'installe, il faut effectivement que l'opposition joue sa partition. L'opposition politique, la société politique joue sa partition, que la société civile joue sa partition, presse, confessions religieuses et tous les autres. Bien sûr que le pouvoir joue sa partition. Il y a des gens qui disent on a les peuples qu'on mérite, on a les pouvoirs qu'on mérite. Il est évident que si nous n'arrivons pas à avancer en Afrique centrale, c'est que nous, opposition, c'est vrai, nous n'avons pas encore réussi à faire que la démocratie puisse éclore ici. Elle s'arrache. Mais en même temps, M. Smith, il y a eu dans l'histoire du monde ce qu'on appelait les despotes éclairés. Des dirigeants qui n'étaient pas en démocratie, mais qui ont posé des actes dans l'intérêt de leur pays. Rien n'empêche au Congo ou ailleurs en Afrique centrale que des dirigeants se disent nous faisons telle action qui approfondit l'état de droit, qui approfondit la démocratie, qui améliore la gouvernance. Rien ne les empêche de le faire. C'est vrai que l'opposition ne joue pas le rôle, tout à fait exact. En tout cas, ce rôle est insuffisant. Mais rien n'empêche non plus les dirigeants de faire le bien, qui est leur mission. Parce qu'on prend le pouvoir pour faire le bien, rien d'autre. En tout cas, un des premiers éléments, c'est assurer la protection des personnes et des biens. C'est le rôle d'un pouvoir, d'abord. Donc, oui, nous sommes peut-être, et vous avez raison, on doit être taxé. Timoré, vous êtes faible. Et c'est magnifique que vous le disiez, parce que tout à l'heure vous avez dit de la position radicale. Maintenant on est timoré. D'ici peu de temps, on trouvera sûrement un accommodement entre les deux extrêmes. Merci beaucoup, M. Smith. Oui, parce que votre opposition, vous ne faites rien. On vous suit seulement dans les conférences de presse pour demander la démission de tel ou tel ministre, ou lit les communiqués, ce qu'un journal a écrit. On ne voit même pas vos propositions. Les participations au débat politique, vous refusez toujours. Donc, c'est vous aussi qui contribuez que la sous-région soit ce qu'elle est. C'est vrai ou faux? En réalité, c'est une très très bonne question, M. Smith. En fait, qu'attendent les pouvoirs d'Afrique centrale? Que les oppositions soient dans la rue? Une fois elles sont dans la rue, il y a la répression, il y a des morts, pour qu'elles comprennent, ou qu'ils comprennent ces pouvoirs, qu'il faut faire des changements dans le sens de la démocratie. Combien de morts veulent-ils avoir? Non, monsieur, s'il n'y a pas on ne casse pas les œufs, on ne peut pas faire des omelettes. Donc, si vous avez opté pour être dans l'opposition, vous saviez qu'il y a le pire qui peut arriver. D'abord, vous voulez faire une opposition caviar. Cette affaire, si on veut l'omelette, on doit casser les œufs. D'abord, on ne peut ne pas manger les œufs. Il y en a qui n'en mangent pas parce qu'il y a le cholestérol, des choses comme ça. Donc, on peut éviter ça. Ensuite, on peut manger des œufs qu'on ne casse pas. Le caviar, ce n'est pas des œufs qu'on casse, c'est des œufs de poisson. Donc, cette affaire de casser des œufs, on peut éviter. Maintenant, si les dirigeants d'Afrique centrale veulent que les pays d'Afrique centrale deviennent la Syrie, ils en porteront les conséquences. Il y a déjà 100 000 morts en Syrie. Combien de morts veulent-ils pour comprendre que leurs pays ont besoin de respirer? Leurs pays ont besoin d'emploi,
ont besoin d'avenir pour la jeunesse, ont besoin de soins de santé, ont besoin de bonne gouvernance en général, ont besoin de démocratie. Et ensuite, c'est toujours facile de faire un soulèvement. Mais quand il y a des soulèvements, des mouvements de ce genre, il y a généralement l'effet inverse qu'on appelle la terreur. Et nous pensons, et c'est le pari que nous faisons nous, en demandant aux États généraux de la nation, nous faisons le pari que nous avons en face du côté du pouvoir des hommes et des femmes qui sont des personnes intelligentes, capables de comprendre que nous n'avons pas besoin de passer par la violence ou l'explosion pour trouver des solutions. Mais peut-être que nous trompons. Peut-être qu'en face, nous n'avons pas les partenaires qui pensent, qui comprennent que protéger les personnes, éviter des morts, et pour un pays qui a eu des milliers de morts comme le Congo, qui a eu des destructions, le premier devoir des responsables, c'est de se dire, faisons attention aux actes que nous posons. C'est peut-être aussi un tort, mais en réalité, nous le faisons dans l'intérêt supérieur du pays. Et nous pensons que ceux qui croient en face, qu'il faut s'arc-bouter sur les privilèges, qu'il faut ne rien faire, ils seront dépassés, peut-être avec nous aussi. Parce que lorsque les gens seront nombreux dans la rue en train de demander un tel au poteau, ils ne vont ménager ni le dirigeant de l'opposition, ni celui du pouvoir. Et en ce moment-là, ce sera trop tard pour tout le monde. Quand nous demandons des États généraux, c'est la possibilité de s'asseoir et de discuter dans le calme d'une salle pour trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent au pays. Maintenant, peut-être qu'eux comprennent ce que vous dites là. Ils ne pourront agir que s'il y a violence. En ce moment-là, ils choisissent. Mais qu'est-ce qu'ils attendent que les gens se mettent dans la rue pour marcher? S'ils marchent, imaginez que la police les empêche de marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramasser les pierres. S'ils jettent les pierres. Mais vous avez organisé une réunion, vous avez organisé un meeting ici, la police ne vous a rien fait, monsieur. C'est parce que vous aviez peur. Nous avons organisé effectivement le meeting, mais vous dites que ça ne suffit pas. Oui. Donc si les meetings ne suffisent pas, si les conférences de presse ne suffisent pas, ça signifie qu'il faut des marches, il faut des sittings, il faut la casse à la ville, c'est ça que vous suggérez? Non, on ne demande pas la casse à la ville. Vous, par exemple, participez dans les réunions. Vous demandez, par exemple, votre slogan ou ce que vous avez, votre trouvaille maintenant, c'est l'état général de la nation. Monsieur Smith, comment vous allez aller là-bas quand il y a des dialogues d'Olizy à Evo, vous refusez? Pourquoi allez-vous maintenant aller en face de ce genre que vous avez toujours refusé? Mais c'est tout le problème de la vraie solution et du leurre. Nous cherchons les vraies solutions, on nous propose des leurres, donc des faux semblants. D'Olizy est un faux semblant. Vous croyez qu'on a besoin d'aller à D'Olizy? Mais vous n'étiez pas là. Pourquoi vous allez dire que c'est les faux semblants? Alors, ceux qui étaient là, oui. Ils ont eu les recensements administratifs spéciaux. Monsieur, vous n'avez rien eu. Non, s'ils avaient eu quelque chose de bien, c'est les Congolais qui allaient avoir quelque chose de bien. Vous pensez qu'ils n'ont rien eu de bien? Non, bien sûr, ils n'ont rien eu. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur. Je ne sais pas, je ne crois pas que je sois de mauvaise foi. Je pense simplement que je suis lucide et je n'ai pas besoin de dire que c'est bon lorsque ça ne va pas bien. Les autres ont besoin de, j'allais dire le mot, de recevoir les contreparties de leur flatterie. Nous n'avons pas besoin de... On n'est utilisé pas les métaphores. Quand les contreparties, ça veut dire quoi? Mais c'est clair, on ne peut pas ne pas savoir qu'à midi il fait jour et à minuit il fait nuit. Oui. Donc dire que D'Olizy est un succès lorsque c'est un échec, ce n'est pas reconnaître la réalité en face. Ça c'est clair. Oui, je vous, comme vous avez dit en contrepartie, les contreparties de quoi? Mais je crois que pour dire qu'à midi il fait jour, oui. Encore que ça se passe en Norvège, loin là-bas, dans le pôle Nord, ça ne se passe que là-bas. Oui, mais monsieur Tati, vous avez étudié, mais je voulais savoir la contrepartie qu'ils ont eue. Ah, je n'ai pas de la contrepartie. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent à D'Olizy qui disent que c'est un succès? Parce qu'ils sont républicains, vous ne l'êtes pas. Vous savez ce que c'est qu'une république, monsieur Smith? Une république suppose qu'il y a des citoyens libres et égaux devant la loi. Donc ici au Congo, il y a des gens qui ne sont pas égaux. Mais c'est clair qu'on n'est pas tous égaux devant la loi. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait un état de droit. C'est pour ça. Sinon on ne se battrait pas. D'accord. Mais pour conclure sur cet aspect, est-ce que vous ne voyez pas, dites-moi la vérité, quand vous restez dans votre âme conscience, vous ne voyez pas que vous commettez l'erreur en disant toujours non et en faisant les conférences de presse? Bon, d'abord, ils étaient à D'Olizy, ils ont obtenu, vous n'avez rien obtenu. D'abord, si nous devions commettre des erreurs, et si ceux qui vont dans les choses comme D'Olizy, je dis bien dans les choses comme D'Olizy,
Et je répète, oui, dans des choses comme l'Odyssée, ont obtenu le succès, ça signifie que les Congolais ont obtenu un succès à travers eux. Et les Congolais seraient contents, et nous serions les seuls à nous dire, ah oui, c'est vrai, ils sont allés à l'Odyssée, ils ont eu un succès. Il se trouve que ce n'est pas un succès. Ce n'est un succès pour personne au fond. Et vous pensez que c'est un succès pour le pouvoir? L'objectif du pouvoir pour faire l'Odyssée, c'était quoi? C'était obtenir qu'il y ait un corps électoral qui se ferait à l'occasion de ces locales, mais qui servirait pour la modification de la Constitution et pour le présidentiel. Le pouvoir ne peut pas être content puisque la question de la Constitution n'a pas été posée à l'Odyssée. Vous avez un pouvoir de voyance. Vous savez dire ce qu'il pense dans la tête. Vous avez un top au sein du pouvoir qui vous informe. On n'a peut-être pas de top, mais il est évident qu'il y a des choses qui sont évidentes. Vous savez que 2016 se pose comme question ici, aujourd'hui dans ce pays. Que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Le président Sassou arrive à la fin de son deuxième mandat. Vous savez très bien, parce que vous êtes des milieux du pouvoir, que la préoccupation est qui va gouverner après 2016. Je ne sais pas si c'est comme ça. Vous ne savez pas, ça m'étonnerait beaucoup. Tel que je vous connais, ça m'étonnerait beaucoup. Mais vous dites que Sassou, il part vers sa fin. Oui. Qu'est-ce qui lui met la fin? L'âge ou la Constitution? Mais je pense, vous avez dit vous-même, que Sassou, en s'installant après son élection, a juré devant un cadre qu'on appelle la Constitution. Oui. Donc, ensuite, il a dit devant le peuple, je jure de respecter la Constitution. C'est ce qu'il a dit. C'est la première chose qu'il a dite parce qu'il a prêté serment devant la Constitution, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas prêter serment devant cette Constitution qui est la Bible des États sans la respecter. La respecter, ça signifie que nous arrivons en 2016 à la fin de son deuxième mandat. Rien, alors, sauf que le président Boni Yahi a déclaré que lui ne se présenterait pas. Le président Dos Santos vient de dire qu'il ne se présenterait pas. Le président Déby a dit qu'il ne va pas se présenter. J'attends le président Sassou qui dise, mais on m'accuse n'importe quoi. Y compris Jean Itadi, qui était mon ministre, il me prête l'intention de me présenter. Je dis là que je ne me présenterai pas. Nous entendons ça. Et je peux vous dire que je serais heureux de dire, il a très bien fait parce que il a compris qu'il faut que ce pays aussi soit vu et respecté. Ça fait la fierté des Sénégalais de voir que Hollande parle là-bas, Obama parle là-bas. Nous souhaiterons nous aussi. Et Hollande viendra ici. J'espère. Mais en tout cas, j'espère qu'il viendra. J'espère qu'il viendra quand il sera encore au pouvoir, pas en touriste. D'accord, pas en touriste. Oui. Bon, mais je veux poursuivre le problème des États généraux. Oui. Si elle est ouverte aujourd'hui, vous allez participer. Si le président Sassou dit aujourd'hui, oui, ils veulent qu'on parle, ok, très bien. Il demande à son ministre d'État, je ne sais pas lequel. Vous allez venir. Voyez l'opposition, mettez en place un cadre pour que les gens discutent. Je vous assure que si c'est demain à 10h, nous serons à la réunion. Mais vous êtes aussi conscient que quand vous allez dans une causerie ou un dialogue comme cela, c'est du donnant-donnant. D'accord, mais avant de donner, il faudrait pour donner à cette occasion, il faudrait qu'on s'asseye pour dire voilà l'ordre du jour, voilà les points qu'on discute. Maintenant, vous voulez aller dans une négociation avec vos... Mais nous avons, je peux vous dire que nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Nos analyses dans tous les domaines. Dans cette organisation des États généraux, qu'est-ce que vous n'allez pas, vous ne vouliez pas qu'on discute? Si on veut aller aux États généraux pour que le Congo soit considéré pour les gens qui sont polis comme pays autoritaire, c'est ça pour les gens qui sont polis, parce que les autres disent c'est dictature. Si c'est ça, c'est pas la peine. Si on va pour approfondir la démocratie, nous sommes partants. Si on va pour approfondir la bonne gouvernance, nous sommes partants. Oui. Si on part pour qu'il y ait un état de droit, nous sommes partants. Si on part pour qu'il y ait des solutions, la question de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Mais vous ne répondez pas à ma question, monsieur. Vous avez cité tout. Je demande, vous allez à une négociation, il n'y a pas de limite. Tout, on débat, on met tout à plat. C'est ça ou pas? Dans les États généraux, c'est précisément cette mise à plat. Cette mise à plat, pourquoi? Parce que dans différents domaines, la crise que vit le Congo, nous disons que c'est une crise multiforme et multidimensionnelle. Et je vais vous faciliter ce que je veux. Ah oui, c'est bien, allez-y. Et là, on peut modifier y compris la Constitution. Oui, non. Si les États généraux, oui. Parce que vous savez dans quel contexte en démocratie on change de constitution?
Dans le cas vous faites un coup d'État, vous pouvez changer la Constitution. Mais vous dites que tout ne marche pas bien au Congo, donc ça veut dire que là, on peut refouer la Constitution. Si on doit regarder, j'étais en train d'écouter un de mes amis qui disait, il ne comprend pas, il a 75 ans, il ne comprend pas parce qu'il avait un manteau, le manteau s'arrêtait juste au genou. Et il constate maintenant que le manteau va pratiquement vers les pieds. Et il ne savait pas pourquoi, il s'est rendu compte qu'avec l'âge, on se répétisse, parce que voilà. Et donc le manteau devient plus grand. Oui. Bon, il est peut-être que la constitution du Congo pose de mêmes problèmes avec le temps. Hein. Mais enfin, même si c'est le cas, la constitution n'est pas une affaire individuelle. C'est une affaire nationale. Oui, et dans les démocraties, c'est ça que je voulais dire, on ne change de constitution que lorsque le régime est illégitime. Le pouvoir doit nous dire s'ils sont illégitimes ou pas pour qu'on ait la constitution. 2. Lorsqu'il y a ingouvernabilité, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir un gouvernement qui fonctionne, le pouvoir doit nous dire qu'ils ne sont pas capables de fonctionner. 3. Lorsqu'il y a une explosion grave ou si le pouvoir nous dit que ces éléments existent, donc qu'il y a une crise grave dans le pays. Ok, mais vous savez, M. Smith, tous les membres du gouvernement disent qu'il n'y a pas de crise au Congo. S'il n'y a pas de crise au Congo, d'où vient la justification du changement de constitution? Les vont vous poser la pression, pourquoi les États généraux aussi? Mais les États généraux, j'ai même entendu quelqu'un dire les États généraux ont commencé en 1789. Il y a un problème de culture là. Mais qui a dit cela? Je ne veux pas citer son nom, il va se reconnaître à travers ça. Mais ça date depuis longtemps. Depuis le XVIe siècle, ça existait, les États généraux. Ce n'est pas qu'en 1789. D'accord. Donc, monsieur, pour conclure ce problème de États généraux et de la Constitution, est-ce que s'il y a États généraux, comme vous le souhaitez, on peut modifier la Constitution? S'il y a États généraux, nous aborderons toutes les questions qui se posent au pays. Y compris... Sans exclusive, voilà. Toutes les questions qui se posent au Congo. Mais c'est les États généraux qui doivent dire, mais quand on change de constitution en temps normal, il y a une constitution, n'est-ce pas? C'est les États généraux qui disent, c'est un problème fondamental, on ne peut pas l'éluder, il faut le regarder. On le regardera à ce moment-là, mais on ne peut pas la changer juste parce que mon costume devient étroit ou trop large, je dois le réajuster tout le temps. On ne fait pas comme ça. Peut-être le gouvernement dit comme vous avez dit que tout ne mange pas au Congo, donc l'État généraux, donc on revoit la Constitution. En réalité, ce qu'on devrait faire nous là, oui. Si on doit continuer à ce rythme, parce que si ce n'est pas un état de droit, c'est simplement le bonheur ou le plaisir de n'importe qui. Ce n'est plus, quand ce n'est plus les mesures générales valables pour tout le monde, ce n'est pas la loi, a fortiori pour une constitution. Non. Nous ne changeons pas de constitution parce que tel ou tel ministre veut qu'on change. Parce qu'il a tel ou tel avantage à avoir. Non, mais c'est vous qui dites que le Congo est en panne. Allons discuter. Exact. Et ils disent oui. Ah, mais ils ont déjà dit oui, ça? Mais s'ils disent oui, c'est au conditionnel que je suis en train de dire. S'ils disent oui. Comment on peut dire oui au conditionnel? Je n'ai pas compris. S'ils disent au conditionnel, s'ils disent oui, vous allez aborder tous les sujets. Ah, s'ils disent qu'on va aux États généraux, on va aborder toutes les questions, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais monsieur Itadi, je voudrais vous poser une question maintenant au plan très personnel. Vous avez été ministre de l'Issouba. Oui. Et puis de Sassou. Non, c'est l'inverse. J'ai été ministre de Sassou puis de l'Issouba. C'est extraordinaire. Comment vous avez fait cette migration entre l'Issouba et puis Sassou? Aucune migration. Je vais vous expliquer pourquoi. Le président Sassou arrive au pouvoir en 1979 à la faveur du refus d'une conjonction de forces intellectuelles, syndicats, anciens politiques du M22 qui disions tous: nous ne voulons pas voir perdurer un comité militaire au Congo. Nous refusions la dictature. Et nous avons travaillé pour que cette dictature parte. Et je peux vous dire que j'ai travaillé pour. Et l'homme qui n'était pas dictateur était Sassou. Et nous avons travaillé pour. Je vais vous dire, parce que je suis un acteur plein de cette affaire. Et nous avons décidé, ça aurait pu être Tissé Chikaya. Et nous avons dit, il y a parmi les gens qui sont au comité militaire, des gens qui sont avec nous, parce qu'ils pensent comme nous. Ils s'appelaient Sassou, ils s'appelaient Goma du Sylvain, ils s'appelaient Tiba, pour ne citer que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir.
Et c'est avec cela. Il faut demander à Tiba Florent, il vous dira la même chose. Monsieur Sassou, le président, vous dira la même chose. Et c'est pour ça que nous avons mis le président Sassou. Il est donc membre d'une structure à laquelle nous avons appartenu et celui que nous avons installé pour conduire cette phase. Parce que Ce n'est donc pas une immigration. Maintenant, oui, pour l'Issouba alors. oui, nous nous séparons en 84, le président Sassou et moi. Et nous travaillons, nous écrivons ce qu'on appelle la lettre ouverte. Je suis un des rédacteurs. La lettre ouverte. Oui, le deuxième signataire, après Tissé Tikaya, s'appelle Jean Itadi. Bien sûr, parmi les rédacteurs, vous trouverez Clément Mirassa, Christophe Mukwege. Ce n'est pas une surprise, hein? C'est les mêmes que vous C'est les mêmes qu'on revoit encore de l'autre côté. Exactement. Ce n'est pas une surprise. Qui ont refait d'ailleurs une lettre ouverte tout le temps. Ah. Nous estimions que c'est votre spécialité. Le Congo avait besoin de démocratie. Ce que nous avons commencé en 1979 n'était pas obtenu totalement. Donc, Sassou, vous êtes déçu. Et vous avez cru que c'était un démocrate. Ça vous a déçu, il ne l'est pas. Il est ou il n'est pas? Si nous sommes partis à la conférence nationale, c'est parce que nous estimions qu'il fallait absolument que la démocratie en question s'installe. Et je peux vous dire qu'un des rares moments où la démocratie est installée dans ce pays, c'est précisément le fruit de ce travail-là que nous avons fait. Nous en sommes heureux. Parce que lui aussi, il avait accepté sa défaite. Il s'est comporté comme un démocrate. Il s'est bien comporté. Comme un démocrate. Je dois dire que pendant toute cette phase... Vous refusez de reconnaître ça. Il s'est comporté comme un démocrate ou pas? Je n'ai pas besoin qu'il se comporte comme un démocrate à ce moment-là. Je veux qu'il soit un démocrate. Parce que se comporter comme... C'est une apparence. Bon, il était un démocrate. S'il l'est, je veux justement qu'il continue à assumer ce rôle. D'accord, mais monsieur, je vais vous poser une autre question sur le barrage de Sounda. Oui, allez-y. Pourquoi vous avez pris tout l'argent et n'avez pas fait le projet? Ah, c'est une bonne chose. Sounda, il faut se poser la question, allez fouiller partout, vous verrez qu'il y a... Sounda était une société anonyme. Sounda SA. Société anonyme, ça signifie que c'est des privés qui financent ce projet. Ce n'est pas l'État congolais. L'État congolais n'a pas donné un centime. C'était l'Afrique du Sud. Je vais continuer à vous expliquer. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand en 97, le président Sassou est arrivé au pouvoir, il y a y compris des délégations qui sont allées en Afrique du Sud pour chercher où se trouvait l'argent de Sounda. Mais l'argent de Sounda, c'est une société anonyme qui reçoit un crédit, précisément la Rand Merchant Bank de l'Afrique du Sud, garanti par le gouvernement sud-africain. Je vous ai dit le rôle joué par le président Mandela là-dessus. Oui. Donc ceux qui avaient mis leur argent là-dedans, c'est des Sud-Africains. Et si quelqu'un devrait voler les Sud-Africains, et d'ailleurs, cette réponse a été donnée à ceux qui étaient partis du Congo pour demander s'il était dit à voler l'argent. S'il était dit à voler l'argent de Sounda, c'est notre argent, il est ici avec nous, on le mettrait en prison. Donc vous n'avez pas volé? Et non, et je n'ai pas volé. Non seulement je n'ai pas volé, mais je me suis senti insulté. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens-là? Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à la bêtise? Rien. Maintenant, est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas volé qu'ils ont pris tous vos propriétés à Brazzaville? Desquelles? Et vous habitez maintenant dans un hôtel? Ça, je ne sais pas. Il faut poser la question à... Il faut savoir que les contentieux liés à la guerre de 97 ne sont pas résolus. Il faut les résoudre. Il faut les résoudre. Il faut les résoudre. Il faut les résoudre. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Il faut les résoudre. Ceci dit, ça n'a strictement rien à voir avec Sounda, puisque Sounda, je vous ai expliqué. D'accord, je vais vous poser une autre question. Merci que pour éclaircir la population que vous n'avez pas volé l'argent de Sounda. Mais je vais vous poser une autre question. Vous êtes un homme, je vous respecte. Merci beaucoup. Si vous étiez une femme, je ne vous poserai pas cette question. Vous aviez quel âge? Quand? Maintenant? Écoutez, j'étais ministre pour la première fois à 29 ans. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je suis né le 24 mars. C'est pour ça que j'avais un parti qui s'appelle Mars aussi d'ailleurs. 24 mars 1949. Donc je suis éligible, si c'est là la question, en 2016. Si c'est ça la question. Si j'étais candidat. Mais je crois que c'est pour ça que vous avez posé la question. Je remplis donc les critères d'âge, si c'est ça qui vous inquiète. Mais dans votre groupe, Mukwege a déjà dépassé. Si lui on l'appelle aujourd'hui, il va vous lâcher. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus, il a 72. Mais pour gagner, il ne faut pas simplement respecter le critère d'âge. Il faut d'abord, être candidat. 2, pouvoir être accepté par les populations dans le cadre d'une élection libre et transparente. Vous savez pourquoi je vous pose ça? Allez-y, je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être d'entre vous, il y aura des trahisons bientôt. Moi, je croyais que c'est moi que vous accusiez tout à l'heure de voir au-delà. Vous voyez au-delà finalement. Parce que je regarde un peu. Il y a le problème d'âge. Non, dites plutôt que vous fréquentez les milieux qui achètent les consciences, qui achètent les dirigeants politiques. Dites ça. Non. Et je comprendrai.
Non, mais est-ce que sans vous opter quelque part, il faut savoir dire non quand il faut? Vous avez parlé que vos amis ont été donnés quelque chose. Est-ce que vous, si on vous remet un poste aujourd'hui, vous n'allez pas laisser Lendong Mathias Mokweke dans la rue? À supposer que je sois moi-même candidat, comme vous dites, puisque j'ai l'âge. Donc vous préparez alors? Non, si c'était le cas, à quel prix on devrait m'acheter la possibilité de ne pas être président, à votre avis? Bon, ça, voilà. Vous allez me répondre ça la prochaine fois qu'on aura l'occasion de vous interviewer. Je pense bien, oui. D'accord. Bon, monsieur, c'était un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup, M. Smith. Merci. C'est tout le plaisir.